Si en matière de prostitution, les troupes américaines stationnées en France se contentaient de ce qui existait, elles vont avec la guerre du Vietnam se lancer dans le commerce du sexe à grande échelle. Pas question pour l'Amérique en guerre de se satisfaire de l'artisanal ou de l'à peu près des bordels militaires français. Il lui faut une organisation à toute épreuve, un plan de développement, un financement, bref, un projet d'envergure au rendement maximal. « 40 ans après, John Kedwick fait partie des rares vétérans du Vietnam disposés à raconter leurs aventures dans les bordels militaires. Cet ardent militant pacifiste, qui vit dans une petite ville tranquille du New Jersey, a bien voulu nous raconter tous les aspects de sa sale guerre. Je ne voulais pas du tout aller au Vietnam ou dans l'armée. C'était une époque formidable aux États-Unis, avec le rock'n'roll et plein d'autres choses. J'étais impliqué dans tout ça, et je ne voulais pas couper mes longs cheveux pour entrer dans l'armée. Alors, comment faire supporter à la jeunesse américaine qui vit avec les 60s ses plus belles années, de se laisser plonger dans l'enfer de la guerre du Vietnam? Il fallait que l'armée invente, pour ses soldats envoyés loin de chez eux, des loisirs propres à mettre de côté, au moins le temps d'une permission, le voisinage quotidien avec l'horreur et la mort. Les Américains vont pratiquement annexer des territoires comme base arrière dédiée à la distraction sexuelle des troupes. Et c'est ainsi que l'Asie du Sud-Est va bientôt se transformer en un immense bordel à ciel ouvert. Il y avait partout des hommes dans de très jolies petites cabines qui vous interpellaient en disant « Vous voulez des filles? Vous voulez des filles ?» Et on y allait car c'était agréable de passer quelques jours avec une jeune femme. L'humour noir est souvent l'arme des faibles. Les Vietnamiens classent aujourd'hui celles qu'ils appellent les filles de bar au premier rang de l'échelle sociale grâce au dollar magique gagné facilement. On prétend que leur nombre s'élèverait entre 300 et 400 000 au Vietnam. Elles contribuent efficacement à faire marcher le commerce. Cet autre vétéran du Vietnam, qui était pourtant le chauffeur attitré de l'aumônier de son régiment, a été lui aussi témoin d'une prostitution omniprésente autour des bases américaines. Mon sentiment, c'est que la prostitution au Vietnam était surveillée de près par la police militaire et réglementée par l'armée. On a beau faire profession de foi du libéralisme le plus sauvage, il vient un moment où il faut aider le marché à se réguler. C'est ce que les États-Unis vont entreprendre avec les Rest and Recreation, repos et divertissement. Ces véritables clubs de vacances sont le réconfort du GI au bout de l'enfer. L'un d'eux a même pris le nom de Disneyland Est. 10 hectares exclusivement dévolus au plaisir du GI sans permission. Les relations coûtent entre 2 et 5 $. Et les prostituées reçoivent des visas d'artistes pour justifier leur séjour ici. Les soldats mariés pouvaient choisir de retrouver leur femme à Hawaï, mais je n'étais pas encore marié. Alors, j'ai choisi Penang, en Malaisie. Le but des Rest and Recreation était de procurer un soulagement aux soldats dans les zones de guerre. Ça durait habituellement une semaine. L'idée, c'était de vous débarrasser du stress. Le transport était payé par les autorités militaires. Mon second Rest and Recreation, ce fut en 1969 à Singapour. Là-bas, on était transporté depuis l'aéroport en autobus vers l'hôtel. On nous faisait un petit briefing, du style « Ne créez pas de troubles. Soyez de retour mardi prochain à 9 h du matin. » En descendant du bus, on entrait dans le hall de l'hôtel et là, il y avait des femmes. Vous en choisissiez une et vous retourniez à votre chambre.
Il n'y avait rien d'autre à faire. Quand vous descendiez en ville, c'était incroyable. Il y avait tellement de femmes qui venaient vers vous en dressant la liste de tous les services qu'elles pouvaient vous fournir. Je n'avais jamais entendu des choses pareilles. C'était absolument incroyable. Entre 1962 et 1976, ce sont environ 700 000 militaires américains qui partiront se reposer et reprendre des forces dans les bordels thaïlandais. On trouve au Canada d'excellents spécialistes d'une autre histoire des États-Unis, comme l'universitaire québécois Richard Poulain. Il travaille depuis longtemps sur les trafics sexuels et c'est un expert qui allait se montrer précieux pour notre enquête. Les Rest and Recreation Facilities en Thaïlande ont été financés par un prêt via la Chase Manhattan Bank, un prêt de 9 millions de dollars. Un prêt consenti à un général de la Royal Air Force thaïlandaise qui a mis en place les Rest and Recreation Facilities et son épouse a créé la première agence de tours sexuels pour la Thaïlande pour faire venir les soldats du Vietnam pour qu'ils se reposer en Thaïlande. Tommy Tourist est une société privée, seule habilitée à organiser le séjour du permissionnaire. Elle organise tout, logement, nourriture, tourisme, amour. Que ce soit en Corée ou en Thaïlande, ça a été des accords de gouvernement à gouvernement qui ont permis le développement de Rest and Recreation Facilities. Tout cela se fait de manière tout à fait officielle. Il n'y a aucun problème en 1964 pour qu'un GI sans permission se laisse filmer par l'équipe de 5 colonnes à la une. À son arrivée à Bangkok, John prend un taxi pour se rendre dans l'un des hôtels réquisitionnés par Tommy's Tourist. Et il sait que dans cet établissement qui accueille exclusivement des soldats, il y a dans le hall des femmes qui attendent. À l'intérieur, 60 filles derrière une vitrine. Il n'y a plus qu'à prononcer le numéro qu'elle porte sur la poitrine pour faire son choix. Let me have one scotch and soda and one nice girl. John, êtes-vous satisfait de l'organisation de Tommy Tour? Oui, très bonne. Oui, ça vous fait oublier la guerre, vous savez. Vous venez ici, vous vous relaxez. 6 jours, vous oubliez les choses. C'est vraiment bien. Vous ne pensez à rien. Des tas de filles, des jolies filles, vous savez. Ça me plaît. Le choix était fantastique. On se disait entre nous, « Tiens, la prochaine fois, je vais essayer la tienne. » Oui, on en parlait beaucoup entre nous. Aucun de mes camarades n'avait entendu de choses pareilles. Il n'y avait absolument rien d'interdit. On estimait en 1957 qu'il y avait environ 20 000 femmes prostituées en Thaïlande. Dans les années 60, on estimait que c'était rendu à 400 000 avec le développement des Rest and Recreation Facilities. En fait, ce qu'on a assisté en Thaïlande, c'est ce que j'appelle la prostitutionnalisation du tissu social. C'est la co-responsabilité d'une part de l'armée américaine et de son gouvernement, plus des banques, et de l'autre part des élites aussi thaïlandaises, parce qu'elles avaient tout avantage pour s'enrichir de constituer ce système de Rest and Recreation Facilities. La Banque mondiale et la FMI suggéraient à la Thaïlande de reconvertir son économie, puisque la guerre du Vietnam terminait, et donc que les devises fortes qu'il recevait avec les soldats américains qui venaient prendre du bon temps en Thaïlande, bon, ça allait terminer. Donc, il fallait qu'ils fassent une reconversion. Il leur suggérait de développer l'industrie du loisir et du divertissement. Étant entendu que ce n'était pas des Walt Disney qui devaient construire sur place, tout le monde comprenait ce que ça voulait dire.
Il fallait bien ne pas laisser perdre une pareille source de profit. Donc on les a recyclés pour les temps de paix et notamment pour ce qu'on appelle si joliment les touristes sexuels. Le premier ministre de l'époque expliquait qu'il fallait sacrifier une génération de femmes au profit du développement économique du pays. Et là, ça fait quelques générations de femmes qu'on sacrifie. Si aujourd'hui se trouve une telle offre, une offre aussi mirifique dans tous ces coins de la planète, c'est bien parce que les infrastructures ont été mises en place pour l'ordre militaire à l'origine. Depuis, ces infrastructures ont fonctionné à plein. Et c'est dans toute l'Asie du Sud-Est qu'on a sacrifié plusieurs générations de femmes. Avec la multiplication des bases américaines dans l'océan Indien, la prostitution a gagné les rivages au fur et à mesure des débarquements militaires. À Singapour, aux Philippines ou, comme ici à Pattaya, en 1991, lors d'une escale du porte-avions Midway et de ses navires escortes. 10 000 soldats débarquaient pour leur première permission après 6 mois de guerre du Golfe. Et ils étaient attendus de pied ferme. Étant donné qu'ils sont depuis 6-7 mois en mer, pas de bière, pas d'amusement, pas de femmes et beaucoup d'argent, puisqu'ils n'ont pas eu l'occasion de le dépenser, là c'était très très bon. Au cours de la seule décennie 90, plus de 33 millions de femmes et d'enfants de l'Asie du Sud-Est auraient été victimes de la traite à des fins de prostitution. On sait parfaitement que la prostitution suit le mouvement des troupes américaines à travers le monde. J'ai travaillé pour les forces navales aux Philippines à Subic Bay. Ces unités faisaient ouvertement appel à des prostituées. La Navy fournissait même des services médicaux pour soigner les maladies sexuellement transmissibles. C'est entendu. Dit, répété, confirmé, la prostitution accompagne les armées partout où elles vont. D'une manière un peu bricolée comme en Indochine ou en Algérie, ou bien de façon beaucoup plus professionnelle, voire industrielle comme au Vietnam. Dans tous les cas, l'armée sait se transformer en proxénète pour le confort et le moral de ses soldats. On ne pourrait rien y faire. On nous a bien dit 20 fois, les hommes seront toujours des hommes. Sauf que ces dernières années, la donne a changé. Ce ne sont plus les soldats côtoyant l'horreur et la guerre à qui l'on a proposé des prostituées. C'est désormais une prostitution pour les soldats de la paix que l'on a organisée.